Nous allons maintenant parler des tuples. Vous verrez que d'un point de vue théorique, il est facile de définir des tuples et des paires. Euh, Vous verrez également que d'un point de vue pratique, leur application est très intéressante, notamment au niveau du pattern matching, ce que nous allons voir à travers différents exemples. Concrètement, les objectifs de la leçon sont simples, être capable de pouvoir travailler avec des tuples. Alors pour ce faire, nous allons d'abord regarder l'exemple des paires. Les paires sont les tuples les plus simples. On va voir à quoi ça ressemble et puis comment on utilise une paire. Puis on va voir comment cette classe de tuples a été définie en ce cas-là. Vous verrez que la définition est très simple. Et puis, finalement, on va ensemble faire un exercice qui va nous permettre de mettre en pratique ces nouvelles connaissances sur les tuples et surtout voir à quoi ça sert concrètement d'utiliser des tuples en fonctionnel. Commençons par considérer les paires. Les paires sont simplement deux valeurs qui sont écrites dans une seule structure de données. Alors concrètement, une paire consistant de x et y est écrite comme x, y entre parenthèses. Alors, si je fais un exemple, par exemple, val p égale John et 12, eh bien j'ai défini une paire dont le type est respectivement string, virgule, int, entre parenthèses, les parenthèses ici sont importantes. Et puis, avec une paire vient un pattern extracteur. Ça signifie qu'en fait, si je souhaite retrouver les valeurs d'une paire, eh bien, je peux simplement écrire la chose suivante, qui me donnera respectivement, eh bien, ici, pour name, j'aurai un string de valeur John, et pour value, j'aurai un int de valeur 12. Alors, une paire est simplement, en réalité, un tuple 2. C'est une spécification à quelque part du tuple général que nous allons voir maintenant. Alors voilà cette classe tuple général. Je vous propose que l'on passe un tout petit peu de temps à regarder cette classe et sa définition. C'est tout d'abord une case class. Donc je vous rappelle qu'une case class donne la possibilité de créer notamment des objets de cette classe sans avoir à écrire new, en plus de la définition d'un toString et de la définition des membres de la classe qui est simplifiée et différente des classes standards. On voit ici que cette classe tuple 2 en fait est générique en T1 et T2, donc un tuple 2 est spécifié par deux types. Le type du premier membre qui ici s'appelle underscore 1 et du deuxième membre underscore 2 qui sont respectivement T1 et T2. Vous pouvez constater ici que nous avons un plus et ici un plus également. Ça signifie que T1 et T2 sont covariants. Pour l'instant, nous allons laisser ça de côté, nous verrons le détail de la variance plus tard. La classe tuple2 définit également une méthode toString qui est définie là, avec tout simplement, eh bien, lorsqu'on essaye d'afficher un tuple 2, ce qu'on va avoir, ce sera une parenthèse, le premier membre suivi d'une virgule, le deuxième membre suivi d'une virgule également. Alors, comme vous pouvez le voir en dessous, les champs d'un tuple peuvent être accédés grâce aux membres underscore 1 que l'on accède ici grâce à l'opérateur point et le membre underscore 2 avec l'opérateur point également. En dessous ici, on voit le pattern que j'ai montré sur le slide précédent qui permet d'extraire les deux membres du tuple. On peut également, bien entendu, écrire la chose suivante. On peut écrire val name égale pair, qui est notre tuple, de comme ceci, et là on va extraire le premier membre, et puis la valeur peut être extraite en choisissant le deuxième membre. De manière générale, on utilise plutôt la forme de pattern matching lorsqu'on fait du fonctionnel, mais les deux sont tout à fait valables. Alors, en réalité, les tuples
n, parce que en fait on a des tuples pour deux membres, ce qui définit une paire, pardon. Et puis, eh bien, il y a des tuples qui sont définis jusqu'à plus de 80 aujourd'hui. Donc on peut définir des formes générales jusqu'à n étant un nombre assez grand. Alors en fait un tuple T1 à Tn est une forme raccourcie simplement de scala.tuple_n avec T qui va être ici les types génériques pour le tuple. Une expression de tuple de E1 jusqu'à En est simplement une application de fonction dans laquelle en fait on va appliquer la fonction avec les expressions E1, E2, E3 jusqu'à En de scala.tuple_n, n étant en fait l'arité de notre tuple. Finalement, un pattern P1 à Pn de tuple est équivalent au motif constructeur qui se trouve ici en dessous. Donc pour créer un tuple à l'aide des membres P1 jusqu'à Pn, en réalité ce qu'on fait c'est appeler le constructeur de scala tuple n avec les membres P1 jusqu'à Pn. Je vous propose maintenant un exemple concret pour voir l'utilisation des tuples. L'idée de cet exemple est relativement simple. Nous avons deux listes qui sont triées. La première liste ici, une deuxième liste N2 qui est donnée là. Et puis l'objectif de notre exercice de démonstration va être de merger ces deux listes triées, c'est-à-dire de mettre ensemble les deux listes triées à l'aide des tuples. Me voilà donc avec la tâche d'écrire la fonction merge qui va prendre la liste N1 qui est ici, respectivement la liste N2, et les mélanger tout en conservant l'ordre dans lequel les deux listes sont triées, c'est-à-dire ici par ordre croissant. Donc les deux listes ici sont triées, et l'objectif de merge c'est de faire une nouvelle liste triée à partir de ces deux premières listes. Alors commençons l'écriture de cette fonction. Eh bien, tout d'abord, cette fonction merge, elle prend comme argument deux listes d'entiers. Donc voici une première liste d'entiers et ici une deuxième liste d'entiers. Et puis elle a pour objectif de créer une liste d'entiers en sortie. Alors, ceci étant dit, maintenant on peut commencer à travailler et je vous propose d'utiliser ici un tuple pour faire du pattern matching. En effet, si on considère le couple XY ou la paire XY pour faire le match, eh bien on peut faire la chose suivante. Donc on a un couple XY et en fonction de la valeur des éléments de ce couple, on va matcher. Donc le premier cas possible, et ce qui va aussi servir de cas pour l'arrêt de la récursion, c'est eh bien si le premier élément X et le deuxième élément est nil, eh bien dans ce cas-là, on va retourner simplement X. C'est le cas où la première liste contient quelque chose, mais la deuxième liste est vide. Considérons maintenant le cas où la première liste est vide et la deuxième liste contient quelque chose, dans ce cas-là, on va retourner Y. C'est lorsque la première liste passée en argument est vide. Et puis finalement, c'est là le cas le plus intéressant, bien sûr, c'est lorsqu'on va avoir bien quelque chose dans la première et dans la deuxième. Alors ici, volontairement, je ne vais pas faire ça comme ça, je vais continuer à travailler avec du pattern matching en disant, voilà, ma première liste X, eh bien, je vais dire que, eh bien, elle est composée d'un élément E1 et d'un reste 1, et ma deuxième liste, que je décompose aussi à l'aide des constructeurs, à quelque part de liste, eh bien, sera composée de E2 et de reste 2. Donc voilà, ça c'est le cas général où on reçoit deux listes, X et Y, qui ne sont pas vides, et puis qui sont composées pour la première par E1 reste 1, et qui commencent pour la deuxième par E2, et qui se continuent par reste 2. Alors vous voyez, là on pousse encore un peu plus loin le pattern matching en faisant du pattern matching dans le pattern matching, mais c'est tout à fait possible, donc il faut le faire. Ici, donc, on va se retrouver dans le cas concret en dessous avec ce cas-là, où E1 vaudra ça et E2 vaut ça. Nous, on a pour objectif de prendre deux listes triées et créer une nouvelle liste triée. Donc en fait, il faut qu'on regarde, est-ce que E1 est plus petit que E2 ? Si c'est le cas, eh bien, on va prendre E1 et puis on va faire suivre par un appel récursif à merge pour créer notre résultat avec
le reste de 1 est la liste Y. C'est ce que j'écris ici. Alors, regardez, si mon premier élément de ma première liste est plus petit que, ou égal d'ailleurs, à mon premier élément de la deuxième liste, eh bien, je crée mon résultat en mettant E1 au début, suivi du merge de reste 1 et de Y. Dans le cas contraire, eh bien, je vais prendre E2 comme premier élément, suivi du merge de reste 2 et de X. Avec ici comme première liste à chaque fois le reste. Ici et là. Et si je n'ai pas commis d'erreur, eh bien normalement l'évaluation de cette fonction qui est là, oui regardez, me donne bien la liste qui est ici triée par ordre croissant qui est le résultat du merge des deux listes. Voilà un exemple d'utilisation de tuples pour faire du pattern matching qui est assez intéressant selon moi. Je vous propose ici un exercice un petit peu plus long, composé de deux parties. Une première partie dans laquelle je vous invite à implémenter la fonction filter qui va conserver uniquement d'une liste les éléments qui satisfont un prédicat. Bien sûr, on va implémenter cette liste sans utiliser la fonction filter qui existe, mais l'objectif va être le suivant. Donc à partir d'une liste, par exemple ici B, composé des éléments de 1 à 10, les éléments entiers de 1 à 10, eh bien on va dire que filter va prendre ici un prédicat, le prédicat qui est là, qui va regarder si un nombre est pair, et puis eh bien, sur cette liste B, va conserver uniquement les membres pairs de la liste. Donc ici, on va avoir comme résultat la liste composée des éléments pairs. La deuxième partie de l'exercice demande à implémenter une autre fonction, la fonction partition, également sans utiliser la fonction qui existe. Et puis, je rajoute comme contrainte de ne pouvoir traverser qu'une seule fois la collection. Donc l'idée de partition, c'est la suivante. Partition prendra un prédicat et une liste, bien entendu. Et à partir de ce prédicat et de cette liste, la fonction partition va fabriquer ici un tuple composé de deux listes. Une première liste avec les éléments qui satisfont le prédicat, c'est-à-dire la liste des éléments pairs dans cet exemple, et une deuxième liste, la liste des éléments qui ne satisfont pas au prédicat.